Bienvenue à Calais, bienvenue au terminal fret 6 France, à bord d'un car ferry, pour un DVD consacré au train ferry. Mais me direz-vous, où sont donc passés les trains? Allez, petite histoire, petit retour en arrière. Dans les années 1860, avec l'explosion du chemin de fer, l'Europe a commencé à se couvrir d'une véritable toile d'araignée. Mais le chemin de fer a buté sur deux obstacles. D'abord les montagnes, et pour ça il a fallu faire des travaux gigantesques, vous l'avez vu dans un DVD, il a fallu creuser des tunnels, faire des ponts, des viaducs, mais également franchir de grandes surfaces d'eau, c'est-à-dire des fleuves, alors on a fait des grands ponts, des grands viaducs, mais également des lacs et des bras de mer. Des lacs, eh bien il y a eu les grands lacs aux États-Unis, le lac Baïkal en Sibérie, et les bras de mer, par exemple, eh bien c'est des estuaires, et puis c'est à San Francisco, dans la baie de San Francisco. Et là, on a eu l'idée, eh bien, quasiment de ne pas couper la ligne de chemin de fer et de mettre les trains sur des bateaux. Ça a donné le nom de ferryboat. Les ferryboats entre la France et l'Angleterre, avec l'augmentation du trafic, sont devenus des trains ferry. C'était la mode anglaise. Et vous en avez ici un magnifique représentant. Nous sommes à bord d'un bateau 6 France, un des plus anciens. Et regardez, vous avez encore là la voie ferrée, ou plutôt, regardez, les succession de voies ferrées qui permettaient de mettre près d'une cinquantaine de wagons de fret. Tout ceci pour acheminer le trafic entre la France et l'Angleterre. La suite, vous la connaissez. Vous voyez que les trains, malheureusement, ont disparu à cause de la baisse du trafic avec le développement de l'aviation, de l'automobile, mais également avec l'arrivée du tunnel sous la Manche. Et donc, les trains ferry sont devenus des cars ferry où on transporte beaucoup de camions, parce que le fret explose, des voitures et des autocars. Donc, ce DVD, tout de même, avec notre œil, et on aime beaucoup dans cette collection de DVD le style rétro, c'est un DVD consacré au train ferry. Donc, ce DVD est consacré au train ferry. Un DVD tourné ici, à Calais. C'est un peu notre séquence rétro que vous aimez tant. On a donc changé de décor, on est toujours à Calais, mais on a pris en quelque sorte de la hauteur, puisque nous sommes dans un restaurant, l'Aquarelle, vous savez, qui domine le port, et vous voyez derrière moi, en ce moment, un navire de 6 France qui est en train de sortir du port de Calais en direction de Douvres. Navire duquel nous serons tout à l'heure, et nous ferons la visite complète, vous verrez, c'est tout de même étonnant. Donc, dans ce DVD, 2 films et 4 bonus. Premier film, Château sur la mer. Et oui, au tout début, la SNCF, pour la liaison Dieppe-Nouhaven, avait pris l'habitude, sur ces bateaux, de leur donner des noms célèbres de châteaux. C'est ainsi qu'il y a eu le Valençay, le Villandry. Et donc, dans ce film, vous allez découvrir ce que furent les débuts de ces 2 navires. Deuxième DVD, Car Ferry. Car Ferry, oui. Vous allez faire le voyage, précisément, avec le Villandry et le Valençay. Et vous allez voir ce qu'est la vie à bord d'un car ferry au moment de leur mise en service. Deuxième bonus, comment ça marche? Et oui, comment ça marche un car ferry? Et donc, nous sommes à bord du Rodin, et nous avons été très gentiment accueillis par l'équipage, et le second, Thibaut Blancard, nous avait fait une petite visite, et vous allez voir, on est même descendu jusqu'à la salle des machines. Troisième bonus, le matériel. Le matériel, c'est un peu l'histoire, disons, de tous les modes de transport sur la mer. Il y a eu les ferryboats, il y a eu les trains ferry, il y a eu les cars ferry, on a connu les overcraft, vous savez, ces véhicules sur coussin d'air qui traversent la Manche, on a connu même les overspeed, ces fameux catamarans. De tout ceci, il ne reste plus rien, il ne reste plus que les cars ferry, et vous les voyez ici, sur la Manche. Enfin, quatrième bonus, le portrait d'un homme, le portrait d'un cheminot, mais qui est d'abord un marin, c'est le portrait du commandant de bord du Rodin, c'est Christophe Delaunay. Deux célèbres châteaux de France ont donné leur nom aux plus modernes unités, affectées à la ligne Dieppe-Newhaven, exploitée conjointement par les chemins de fer britanniques et français. Il s'agit de navires spécialisés au transport des passagers avec automobile et désignés par le terme anglais de car ferry.
Au chantier du Bijon Normandie à Nantes, on se préoccupe de la naissance prochaine de Villandry. Pas de layette à préparer, mais un habillage à tailler sur mesure. Le coupeur n'est autre qu'un œil électronique qui commande automatiquement le découpage avec une précision de l'ordre du dixième de millimètre. Après la coupe, les coutures. Elles se font par soudure électrique et la confection de l'ensemble se poursuit activement. « 105 mètres de longueur hors tout et 18 mètres de largeur hors défense. Telles sont les dimensions de la coque qui commence à prendre forme. À quelques kilomètres de là, au chantier de l'Atlantique à Saint-Nazaire, on prépare l'avènement de Valençay. Semblable en tout point à son frère aîné, il est constitué d'éléments préfabriqués, mis en place sur le chantier et pesant chacun plusieurs tonnes. Sur la cale du Prestige, où furent lancés avec un grand faste les géants qui ont nom Normandie et France, Valençay, aux dimensions plus modestes, va se singulariser par une cérémonie aux chandelles. C'est au crépuscule, en effet, qu'a lieu quelques mois après la naissance de Villandry, le baptême officiel de Valençay. Les deux cars ferry sont maintenant entrés dans la vie. Mais avant de faire leur début professionnel, ils doivent être aménagés en vue de la carrière qui sera la leur. Chaque bâtiment est équipé de 2 moteurs diesel, développant chacun une puissance de 6190 chevaux. Les caractéristiques techniques des deux bateaux sont exactement les mêmes. À l'avant, ils sont munis d'un gouvernail et d'un propulseur transversal capable de 6 tonnes de poussée, tandis qu'à l'arrière sont disposés 2 gouvernails. Commandés et contrôlés au moyen de simples boutons poussoirs, les stabilisateurs sont constitués par des ailerons rétractables, manœuvrés au moyen de vérins hydrauliques. Asservis à un gyroscope, ils permettent de réduire dans de notables proportions l'amplitude du roulis par mauvais temps.
Technique dérivée de turbines hydrauliques et encore peu répandue dans la marine, les hélices sont à pales orientables, ce qui permet un meilleur réglage de la puissance à toutes les allures et procure des facilités de manœuvre dans les ports. Les travaux sur les œuvres vives terminés, on procède à la finition des superstructures. Valençay, désormais capable de naviguer seul, va gagner Dieppe, son port d'attache. Villandry, déjà en service, s'apprête à accueillir ses premiers passagers. L'entrée et la sortie des véhicules, voitures particulières, poids lourds et semi-remorques, se font à partir d'une rampe qui prend appui par l'intermédiaire d'un pont-levis sur une plage dégagée à l'arrière du bateau. Les véhicules routiers de grande dimension accèdent sans encombre au pont inférieur, où leur est réservé un emplacement offrant une hauteur disponible de 4 mètres. La partie avant du garage, qui est subdivisée en 2 ponts superposés, est spécialement destinée aux véhicules de tourisme. 1500 mètres carrés, 150 voitures, telles sont les caractéristiques de ce parking flottant. Tous les appareils nécessaires à la mise en marche, à la conduite et à la surveillance des moteurs et des groupes électrogènes sont rassemblés dans une cabine vitrée et insonorisée. Le chef de quart lance les moteurs et surveille depuis la cabine de manœuvre l'ensemble de l'appareil de propulsion du navire. Pour sortir des ports, 2 solutions. Soit effectuer une giration sur place dans le port et partir en marche avant. Soit partir en marche arrière et virer de bord en mer. Dans les 2 cas, au moment du départ, le propulseur d'étrave donne une grande souplesse de manœuvre au commandant pour écarter son navire du quai. Le commandant dispose de 2 postes de timonerie, l'un à l'avant, l'autre à l'arrière, d'où il dirige directement, sans intervention des mécaniciens, la manœuvre des hélices. En marche arrière, où la vitesse peut atteindre 15 nœuds, l'évolution est commandée par le gouvernail avant et facilitée par les pales orientables des hélices. C'est toujours avec une certaine émotion que l'on s'éloigne pour la première fois de son pays natal. Mais Villandry, animé du dynamisme de la jeunesse, est impatient de s'élancer vers la haute mer, vers la côte du Sussex, qu'il atteindra en 3 heures. Le radar est en service, et bien que la visibilité soit bonne, l'officier de quart examine le graphisme sans cesse renouvelé et modifie, suivant son désir, l'échelle de lecture. Les appareils de navigation de la timonerie avant comprennent notamment un compas gyroscopique et un pilote automatique. Le cap est mis sur New Haven. Le navire est en route libre. Les leviers sont poussés au dernier cran. Le moteur atteint sa vitesse maximale. Une dernière manœuvre. Le pas des hélices est à son tour réglé au maximum. Le bateau va atteindre sa vitesse de croisière. Après avoir fait le point, l'officier de quart procède avec le commandant à quelques vérifications de détail. À tout instant, il est possible de connaître la hauteur d'eau sous la quille en consultant les indications du sondeur à ultrasons.
Jaugeant 3500 tonneaux, chaque car ferry peut transporter 150 automobiles de tourisme et 1200 voyageurs à la vitesse de 21 nœuds. L'équipement radioélectrique comporte, en plus des appareils habituels de radiotélégraphie, un poste spécialisé utilisé par le personnel du navire pour communiquer avec les ports et une installation de radiotéléphonie permettant aux passagers de parler avec leurs correspondants à terre. Bateaux à classe unique, Villandry et Valençay comportent notamment un agréable salon panoramique à l'avant, ainsi qu'un pont promenade aménagé avec banquettes et fauteuils inclinables. Situé sur le pont promenade. Calling all passengers. Will all passengers who did not receive landing tickets on embarkation please go to the ticket office. Au cours des traversées, le salon-bar constitue un lieu de détente particulièrement fréquenté où les passagers se rassemblent pour échanger leurs impressions et déguster à leur choix rafraîchissements ou apéritifs. On trouve également à bord de chaque navire une boutique qui propose aux touristes, à des prix spéciaux, liqueurs, chocolat, parfums et cigarettes. À l'heure du repas, deux formules, la cafétéria et le restaurant. À la cafétéria, libre service, chacun se sert à sa convenance de plats chauds ou froids. Au restaurant, les gastronomes savourent dans un cadre élégant une très bonne cuisine servie dans la meilleure tradition française. Dernier né de la flotte transmanche, les cars ferry de la SNCF, Villandry et Valençay, assurent en saison d'été avec leur aîné britannique Falaise, 6 traversées par jour dans chaque sens entre Dieppe et New Haven. Grâce à cette collaboration plus que centenaire, les cars ferry modernes constituent un trait d'union efficace entre les îles britanniques et le continent. Filant ses 21 nœuds, ce navire élégant n'est pas un paquebot de croisière, mais un des 2 nouveaux cars ferry français mis en service au printemps 1965 sur la relation New Haven-Dieppe. Ce type de bateau, qui a conservé en France son appellation anglaise de car ferry,
est conçu essentiellement pour le transport des automobiles et de leurs passagers. Les conducteurs embarquent eux-mêmes leurs voitures, ce qui évite les risques de manutention à la grue et diminue considérablement les délais de chargement. La passerelle en place, une rampe d'accès sans malice conduite à l'intérieur du navire où chacun range sa voiture. Garage flottant, mais aussi bateau de plaisance, les cars-ferries offrent à leurs passagers toutes les commodités et tous les plaisirs d'une croisière en mer. Voitures garées, contacts coupés, les vacances commencent. Les châteaux de la Loire viennent au devant de la Grande-Bretagne. Richard Cœur de Lion se réconcilie avec Philippe Auguste. Après les formalités d'installation, les passagers ont une tâche à remplir. Dire adieu à la terre ferme, c'est de tradition, et la tradition est chose sacrée sur un navire. C'est un des moments les plus exaltants du voyage que celui où le bateau largue ses amarres et s'éloigne lentement de la côte. Mais un départ en vacances n'est jamais triste. Et après un dernier regard aux côtes qui s'éloignent, les passagers partent à la découverte de leur bateau. D'importants clubs automobiles renseignent les voyageurs sur les possibilités qui leur sont offertes à terre. La grande flotte des cars-ferries des chemins de fer britanniques et français est un moyen idéal offert aux automobilistes pour traverser la Manche ou le Pas-de-Calais. Sur le continent, des trains autocouchettes relient Calais à la Suisse et de Boulogne descendent vers la Méditerranée. De Dieppe, des trains autocouchettes vont vers la côte basque et les Pyrénées et vers la côte d'Azur. Tout est prévu à bord pour que la traversée soit un moment privilégié des vacances. Les amateurs de marche déambulent sur les ponts promenades, intérieurs ou extérieurs. Ceux qui préfèrent le repos s'installent confortablement à l'avant, dans le salon panoramique, et contemplent la mer. Un bureau de change donne aux voyageurs la possibilité d'obtenir les devises qui leur seront nécessaires à l'étranger. À bord, monnaies britanniques et françaises suffiront aux touristes pour pratiquer l'une de leurs activités préférées, le shopping. En effet, le bateau met à leur disposition plusieurs bars et une boutique. Cigarettes, tabac, alcool, liqueurs, parfums et produits de beauté, ils sont en vente hors taxe. Acheter des produits hors taxe procure toujours une agréable sensation de liberté, surtout dans le cadre d'un bar qui ne se soucie pas des horaires. Les vacances commencent bien. Rien de tel qu'une promenade à l'air marin, un peu de shopping et un apéritif pour ouvrir l'appétit. Les affamés ont le choix entre deux formules, la cafétéria et le restaurant. À la cafétéria, libre service. Chacun se sert à sa convenance de plats chauds ou froids, suivant ses moyens et son appétit. Au restaurant, les amateurs peuvent renouer ou faire connaissance avec la cuisine française traditionnelle.
Servis par des maîtres d'hôtel stylés, certains découvrent avec un rien d'étonnement que se transforme en plaisir ce qui n'est parfois ailleurs qu'une habitude nécessaire. Pendant que les passagers déjeunent, se promènent ou se dorment au soleil, le commandant et ses officiers veillent à la bonne marche du navire. Le car-ferry est doté de l'appareillage le plus moderne, tel que stabilisateur anti-roulis et radar. Le fonctionnement de ce guetteur électronique est un centre d'intérêt supplémentaire et l'occasion de conversations scientifiques. Pour beaucoup, le téléphone reste indispensable même en vacances. Aussi n'est-il pas surprenant de trouver à bord une cabine téléphonique à l'usage des passagers. Le téléphone maintient les fanatiques du business en liaison avec leurs affaires. Un retour urgent s'impose-t-il qu'il se trouvera facilité par la fréquence des relations. En effet, de nombreux car-ferry sillonnent aussi bien la Manche que le Détroit. De Dieppe et de New Haven, un car-ferry part toutes les 4 heures, de jour comme de nuit. La croisière se termine, les vacances se poursuivent. La route et le chemin de fer vont prendre le relais du navire. Exact comme une horloge, le car-ferry est au rendez-vous avec le train qui attend sagement à quai. Tandis que sous la direction du commandant, les marins procèdent aux manœuvres d'accostage, les automobilistes s'apprêtent à reprendre possession de leur véhicule. Dès que le navire s'immobilise, la passerelle s'abaisse. Formalité simple. Tout est conçu pour limiter les pertes de temps. Il ne faudra que quelques instants à 150 voitures pour abandonner le navire. 150 jeunesses quittent une complaisante baleine pour le soleil et le ciel bleu. La route des vacances est maintenant ouverte.
En quelques enjambées, les touristes non motorisés accèdent au train. L'exactitude des cars ferry autorise des correspondances précises. Le temps des vacances est doublement précieux. Même les douaniers, indulgents, ont à cœur de ne pas retarder les touristes. Après un bref arrêt pour une vérification des papiers, certains prennent la route, d'autres choisissent la commodité du train auto-couchette. Pour les premiers, la Normandie, la Bretagne, les châteaux de la Loire, Paris, sont au bout du chemin à quelques tours de roue. Les touristes qui se dirigent vers la Côte d'Azur, les Pyrénées, la Côte Basque, et qui souhaitent éviter les aléas et les fatigues d'un long voyage en voiture, se confient au train auto-couchette. Comme dans le car ferry, tout est mis en œuvre pour le confort, l'agrément du passager et la sécurité de sa voiture. Le mode de transport change, mais les vacances continuent. Le cheminot relaie le marin. Le train auto relaie le car ferry. Guidé, renseigné, sa voiture confiée à des spécialistes, le touriste se laisse vivre jusqu'au départ du convoi. Tandis que leurs voitures sont prises en main par les jockeys chargés de les garer et de les caler, les voyageurs peuvent se restaurer et se rafraîchir au buffet aménagé à leur intention. Au moment du départ, un service dévoué et compétent veille à l'installation des passagers qui prennent possession de leur compartiment pour une nuit paisible et un voyage sans histoire. Train, en français, est synonyme d'exactitude, mais il signifie également confort et rapidité. Certains voyageurs dorment déjà, les autres se préparent pour la nuit. Demain matin, en pleine forme, ils plongeront dans la Méditerranée, escaladeront le pic du Midi ou reprendront le volant pour une promenade dans la campagne. À l'heure dite, le train démarre. Ce ne sont pas des passagers ordinaires qui l'emmènent à travers la nuit, mais des gens détendus, des gens heureux, des gens en vacances. Un ferry, eh ben c'est d'abord cela. Vous voyez deux immenses garages parking, 120 mètres de long, 20-25 mètres de large, dans lesquels on peut garer sur les deux niveaux 120 camions, 750 voitures. Le reste, eh bien, c'est une coque, une superstructure pour accueillir les passagers, en dessous la salle des machines, au-dessus, bien, le restaurant, les salons, et puis à l'avant, la passerelle. Voilà ce que c'est qu'un ferry. Enfin, schématiquement. Mais ce qui est le plus étonnant, c'est d'assister aux opérations de débarquement et d'embarquement. Un magnifique ballet parfaitement rodé, orchestré par José, qui va optimiser la place, ne pas perdre un centimètre, de façon à loger le maximum de véhicules. Et le tout doit se faire le plus rapidement possible. Dites-vous bien que l'opération ne dure qu'à peine 20 à 25 minutes. Les deux moyens en limite, t'as fait le rouge et le vert? Ouais. Ouais, mais c'est bon. Donc nous sommes à la timonerie du SeaFrance Rodin, donc le centre névralgique du navire. Donc c'est ici qu'on peut piloter le navire au niveau vitesse et direction du navire.
Donc le plus important au niveau pilotage du navire se trouve l'appareil à gouverner. Pardon Philippe. Donc aujourd'hui l'appareil à gouverner est représenté par un petit volant, donc pour la barre en manuel. Pendant la traversée on utilise le pilote automatique. Donc en fait on lui donne un ordre de cap et celui-ci grâce au gouvernail dirige exactement le cap qu'on lui a donné. Par exemple on a demandé le 290 et nous sommes au cap 290. Alors au niveau navigation, on a des aides à la navigation. Donc l'officier de quart utilise pendant toute la traversée donc un radar. Donc, grâce à ce radar, il peut retrouver tous les navires qui flottent autour de nous. Donc ici, on est au milieu, on est à ce point-là. Donc le Rodin est ici. Tous les points jaunes correspondent à un objet flottant. Donc tout ce qui est navire, bouée et ici la côte anglaise. Ensuite, il y a les cartes électroniques maintenant, fini les cartes papier. Non, pas fini les cartes papier car on est obligé de les garder encore à bord. Mais effectivement, maintenant, on utilise ce qu'on appelle les LEC10, donc les cartes électroniques. C'est-à-dire que sur un écran comme un ordinateur, on va retrouver le navire et exactement tous les renseignements qu'on trouve sur une carte papier. Tout ce qui est épave, les différentes profondeurs, donc les cartes. Donc là, je vais essayer de dézoomer un petit peu. Et en plus, on trouve tous les renseignements du navire, c'est-à-dire vitesse, route, cap. Donc voilà, un peu comme sur le radar, on est au milieu. Sauf qu'en plus du radar, on a tous les renseignements de profondeur. On trouve les bouées, on trouve la direction et la force du vent, on trouve encore le port de Douvres et les autres navires. Donc c'est encore une aide supplémentaire à la navigation. Donc la timonerie, ça sert donc pour le pilotage du navire, mais comme je disais tout à l'heure, c'est le centre névralgique de la sécurité également. Donc on va pouvoir trouver tout ce qui concerne la sécurité au niveau incendie, au niveau compartimentage du navire. Donc tous les locaux qui sont sous le niveau de l'eau doivent être compartimentés en cas d'envahissement, en cas d'échouement, en cas d'accident malheureusement. On trouve également une centrale incendie. Bon, alors le gros souci que redoutent tous les marins, c'est l'incendie. Donc ici à la timonerie, dès qu'il y a un départ d'incendie quelque part, on va pouvoir le localiser exactement dans le navire grâce à une centrale incendie. Donc tous les ponts du navire sont représentés. Par exemple ici j'ai choisi le pont numéro 7. Et donc on trouve exactement le navire avec toutes les détections incendie ainsi que les compartimentages pour les portes coupe-feu. Ça, c'est ce qui concerne l'incendie. Donc on a également la stabilité du navire. La stabilité, c'est très important, car selon le chargement qu'on a à bord, le but, c'est de garder le navire le plus droit possible. Donc en fait, on a des visualisations du navire avec toutes les ballastages, les ballasts qu'on a à bord. Donc un ballast, c'est une caisse avec l'eau de mer, l'eau douce, le combustible, l'huile. Et grâce à tous ces ballasts, à la fin, on va avoir un navire droit, sans gîte. Et donc ce qu'on appelle la gîte, c'est l'inclinaison du navire de droite à gauche. Et sans assiette, l'assiette, c'est l'inclinaison d'avant en arrière. Vous équilibrez le bateau en fonction de la charge des poids lourds qui est à bord? Voilà, donc en fait pendant le chargement, le timonier s'occupe de regarder la gîte qui est indiquée ici. Et grâce à 4 caisses qui se trouvent 2 à l'avant, 2 à l'arrière, il va rétablir la gîte, car bien sûr tous les camions ne font pas le même poids. Il rétablit la gîte pour avoir 0 degré au final. Il existe la même chose pour l'assiette. Enfin, dernier point qui est capital sur un navire, c'est la sécurité. Voilà, donc malheureusement, il peut y avoir des soucis à bord au niveau incendie. Donc la première chose qu'il faut faire quand on a un incendie, c'est de le cloisonner pour éviter qu'il s'éparpille. Donc ici, on va pouvoir fermer les portes coupe-feu. Donc, comme son nom l'indique, les portes coupe-feu viennent fermer les portes qui peuvent résister au feu pendant un certain temps. Pour éviter qu'un feu se propage, on va stopper la ventilation dans le local. Donc encore une fois, sur ce tableau de situation d'urgence, on peut stopper la ventilation et fermer les portes coupe-feu. Et enfin, pour éviter que la fumée se propage dans des lieux qui sont très importants, on va mettre ces locaux en surpression, de manière à ce que la fumée n'entre pas dans ces locaux. Notamment les escaliers pour les passagers. Les passagers et l'évacuation, les échappées, tout ce que on est sûr que ces locaux vont être empruntés lors d'un abandon ou lors d'un incendie. Ici, on a le local de l'officier électronicien radio, donc tout ce qui concerne l'électronique. Donc à bord, il y a un officier qui est spécialisé sur l'électronique et tout ce qui est électricité. Donc là, il est parti au travail.
Donc il s'occupe de tout ce qui est caméra. À bord, on a une cinquantaine de caméras justement pour veiller à ce qu'il n'y ait pas d'incendie dans un local ou un autre. Des caméras spécialisées pour la machine. On a également des caméras pour la sûreté au niveau du service général, donc tout ce qui est coffre-fort, tout ça, pour veiller à la sécurité. Donc tout ça, c'est le travail de l'officier électronicien, l'officier radio. Donc là, on vient de rentrer dans le port de Douvres. Donc dans le port de Douvres, on rentre en marche arrière dans le poste pour décharger à l'arrière, là où on se trouve. Donc on rentre en marche avant à Calais pour ressortir en marche arrière à Douvres de façon à ne pas faire de trop de manœuvres au niveau des véhicules. Donc on est obligé de ce qu'on appelle faire un évitage, c'est-à-dire tourner sur 380 degrés pour pouvoir reculer dans le poste. Donc là on est rentré dans la baie du port de Douvres. Dès que notre poste sera libre, on pourra se mettre à notre poste. Pourquoi ces véhicules sont-ils à part? Alors c'est ce qu'on appelle des marchandises dangereuses. Donc il existe le code IMDG où sont inscrites toutes les marchandises qu'il faut mettre à part des autres marchandises. Et en fait, ici sur le Rodin, c'est la plage arrière, donc un espace qui se trouve à l'air libre, avec des systèmes d'extinction incendie différentes du reste du navire. Donc par exemple, sur les camions qui sont à plage arrière, à marchandises dangereuses, on a un système de mousse, avec des canons à mousse qui sont au-dessus des ponts qui sont derrière vous, qui permettent, en cas d'incendie d'un de ces véhicules, de pouvoir envoyer de la mousse sur ces véhicules. Et donc ils ont un système de saisissage différent des autres. Donc vous voyez qu'il y a des chaînes sur les camions qu'il n'y a pas sur les autres camions qui sont à bord, qui sont à l'intérieur. Ce qu'on appelle des marchandises dangereuses. Donc chaque dangereux doit avoir une étiquette spécifique. Il existe 9 classes de dangereux. Donc ici on a un classe 3 et un classe 4. Donc à chaque embarquement de ce genre de véhicule, on doit avoir des papiers spéciaux à remplir, que l'officier de chargement remplit, afin d'être sûr d'avoir tout ce qu'il faut pour pallier un éventuel problème sur ce genre de véhicule. Quittons un instant le second et sa petite visite technique pour retrouver Didier. Didier, c'est le chef. C'est un véritable tour de force, Didier, que vous faites. Combien vous servez de repas? C'est assez aléatoire, mais en fonction du monde à bord, on peut aller jusqu'à 4 à 600 repas par traversée. C'est énorme. Ouais, c'est énorme, c'est digne d'un très grand restaurant. Disons que ça demande beaucoup d'organisation et beaucoup de personnel, quoi. Les cuisines, on peut aller voir, c'est grand? Oui, bien sûr. Je vous invite à me suivre. Alors là, on pénètre. Là, nous arrivons dans la cuisine brasserie, un restaurant de 60 couverts, où là, vous arrivez sur les productions froides, les entrées froides du restaurant. Qu'on est en train de préparer là, pour le menu de ce soir. Il faut savoir aussi que nous ne travaillons pas sur un service du midi ni un service du soir, nous travaillons sur un service sur chaque traversée. Donc 24 heures, en fait, toutes les heures, toutes les heures, nous avons des clients et un service. Ici, nous arrivons dans la partie chaude, où tous les plats chauds sont servis pour la brasserie. Donc, qui est quand même relativement une petite cuisine comparée à la capacité de la restauration. Ici, c'est les coulisses, on va dire. C'est énorme. Les coulisses avec le stockage de marchandises. Avec des chambres froides, positives et négatives. Je vous en démontre une. Où là, c'est la marchandise qui est remontée de la cambuse et qui nous sert, à nous, d'éviter de descendre toutes les 5 minutes pour avoir un stock tampon. Et quand vous avez des congélos, c'est moins 18, moins 20? Ah non, on est à moins 22 minimum sur un congélateur. C'est les normes HACCP d'hygiène. Donc là, nous arrivons dans la cuisine principale, qui est le cœur du navire, en fait, au niveau de la restauration. Voilà. Alors ici, toute la partie légumerie. Légumerie, ouverture de boîte et le décartonnage se trouve derrière. Ici, toute la partie chaude, avec une chambre froide de production finie. Où là, tous nos plats sont stockés, produits, prêts à réchauffer à l'envoi.
Aussi bien pour le restaurant routier que pour le relais gourmet et pour le carré officier et le carré équipage. En tout, donc, combien il y a de restaurants, enfin de restaurants à bord? Alors il y a le restaurant brasserie qui fait 1, le restaurant relais gourmet qui fait 2, le restaurant routier qui fait 3, le carré équipage et le carré officier qui font 5. Donc, le potentiel, qu'est-ce qu'on a, 500, 600 repas? On peut compter jusqu'à 500-600 repas les grosses journées d'affluence par traversée, en sachant que nous faisons quand même 10 traversées. Donc il ici, y a un chiffre qui est frappant, c'est par exemple le nombre de kilos de frites. alors en pleine saison juillet-août, on peut passer jusqu'à 400 kg de frites jour par 24 heures. Ça nous est déjà arrivé même assez régulièrement. Mais sinon, on tourne entre 200 et 300 kilos. Et quand il n'y a vraiment personne, bon, bah, ça réduit le chiffre. Autre chiffre, par exemple, de la consommation, des boissons. Le poisson pané, qui est le plat favori le fish and chips, où je sais qu'on a un chiffre à l'année de consommation qui est de 11 tonnes pour tous les navires. Pour la compagnie Sea France, bien sûr. Au total, combien de personnes pour vous, à votre service dans la cuisine? Alors, en journée comme là, en saison, on va se retrouver entre 8, et si on a des repas en bas, entre 8 et 15 personnes, 8 et 15 cuisiniers qui travaillent sur 24 heures. Quoi. Dernier point, Didier, j'imagine les normes de sécurité alimentaire sont draconiennes, parce que comme c'est un navire, il y a beaucoup de déplacements de gens différents. J'imagine que des contrôles sanitaires. On a des contrôles sanitaires qui sont réguliers, qui sont effectués par l'Institut Pasteur, des prélèvements sur la marchandise, des prélèvements sur l'eau, et aussi le suivi des normes HACCP, qui sont les normes d'hygiène, que ce soit au suivi des tests de surface, de l'hygiène des sols, l'hygiène du matériel et la propreté des personnels. Eh bien merci Didier, et la visite continue. Voilà. Donc là, on va accéder donc à la salle de contrôle machine, PC machine. Donc maintenant, à partir de maintenant, on va être sous le niveau de l'eau. Donc tous les locaux vont être cloisonnés, étanches à l'eau en cas d'envahissement. À partir d'ici, on passe sous le niveau de l'eau. Voilà, la salle de contrôle machine. Avec l'officier de car machine qui est présent 24 heures sur 24. Donc ici, on gère tout ce qui est système de propulsion du navire pour le faire avancer, bien sûr. La production électrique pour avoir de l'éclairage et puis pour tout ce qui est système électrique à bord. Et tout ce qui est système de ventilation, climatisation pour le confort des passagers, bien sûr. La particularité de ce navire étant d'être pas sûr, mais très bien motorisé. Alors il est très motorisé, il est très bien adapté à la ligne Calais Douvres car il permet d'avoir une vitesse rapide pour arriver rapidement de l'autre côté. Donc on peut atteindre une vitesse de 27 à 29 nœuds selon le courant, vitesse maximale, ce qui est le plus rapide du détroit. Et également une puissance au niveau des manœuvres. Donc comme le navire fait des manœuvres assez régulièrement, on a besoin de puissance pour donc faire tourner le navire. Donc une puissance transversale qui permet de faciliter les manœuvres pour le commandant. D'accord. Nous sommes à 23 nœuds, un moteur par ligne d'arbre. Ça suffit pour faire la traversée en respectant les horaires. Si on veut faire 25 nœuds ou plus, eh bien, ce que je fais, c'est que je clutch l'autre moteur qui est en stand-by sur la ligne d'arbre. Et là, je me retrouve avec 2 moteurs par ligne d'arbre. Alors, ce qu'on peut faire, si vous voulez, c'est que je vais vous montrer donc les salles des machines. Donc là, vous allez voir le moteur qui tourne, et un moteur qui tourne et un moteur qui ne tourne pas, puisqu'il y a un moteur par ligne d'arbre. Voilà. Je peux vous montrer également le local transfert traitement combustible. Là, on épure, on sépare le combustible qui a été utilisé pour les moteurs. Donc ici, ce sont les caisses journalières et de cotation. C'est le point, j'allais dire, de départ du combustible vers le moteur.
Donc il part de là, il passe par des modules FO et il va directement au moteur. Et ici on a la station de séparation du combustible puisqu'il est épuré avant d'être mis dans le moteur. Donc nous allons voir la salle des groupes électrogènes qui se trouve juste en dessous de nous. Mais il y a un autre élément important à côté de la salle des machines, c'est l'atelier de maintenance, l'atelier de pièces détachées. Parce qu'on doit être capable en mer de se dépanner tout seul. Alors juste un tout petit détail, pour bien comprendre le gigantisme, la taille. Nous sommes au royaume de Gulliver, vous avez vu, ces 4 énormes V12, avec une puissance totale de 20 000 chevaux. Alors regardez bien, les V12, vous avez vu, moteur en V. Alors regardez la taille des soupapes. Sur votre voiture, les soupapes c'est grand comme ça. Le diamètre, c'est ça. Et voilà. Vous voyez ce que c'est? Ça, il y en a 4 par cylindre. Ce sont les soupapes du moteur diesel qui fonctionnent comme ceci. Vous voyez la taille. Donc vous imaginez le reste. Bref, un véritable tour de force mécanique à bord de ce navire. La grande flotte, exploitée par les chemins de fer français et britanniques, assure toute l'année des liaisons régulières entre les deux rives de la Manche. Paquebots, ferry-boats, cars-ferry, cargos et transcontainers transportent marchandises, voyageurs, automobiles et leurs passagers sur des relations et suivant des horaires très diversifiés. Un service combiné train plus avion élargit encore la gamme des liaisons offertes. Pourtant, l'importance des échanges et la nécessité de créer dès maintenant les courants de trafic qui emprunteront le tunnel sous la Manche ont amené les British Railways et la SNCF à mettre en service, avec le concours de la Seaspeed, une liaison par aéroglisseur entre Boulogne et Douvres. L'Overcraft transporte 30 véhicules et 250 passagers d'une côte à l'autre en 40 minutes et se comporte ainsi comme une véritable navette transmanche. Ces divers modes de transport restent malheureusement tributaires des intempéries et ne peuvent être multipliés suffisamment pour faire face au développement du trafic prévu pour les prochaines années. Le projet de tunnel sous la Manche conserve donc sa nécessité et son actualité. Le transport des automobiles et de leurs passagers constituera la part prépondérante des échanges. Dès la première année, 2 millions de voitures feront la traversée et durant les pointes d'été, le trafic dépassera 3000 voitures à l'heure, soit le chargement de 100 aéroglisseurs. Un tel débit nécessite une organisation fluide et simple. Pendant les 35 minutes du trajet, les passagers peuvent rester dans leur voiture ou circuler à l'intérieur des wagons clos et confortablement éclairés. Dès l'arrêt, ils repartent aussi facilement et aussi vite qu'après un stop à un carrefour. Les formalités de douane et de police accomplies rapidement, ils poursuivent leur voyage sur les routes ou les autoroutes à leur guise. Déchargée, la rame est prête pour la traversée en sens inverse. Les automobilistes y accèdent eux-mêmes et prennent place comme dans une file d'attente. Presque aussitôt, c'est le départ pour un voyage à 140 km à l'heure.
Mais le tunnel sera également parcouru par des convois de marchandises et des trains de voyageurs qui assureront entre Londres, Paris et Bruxelles des liaisons rapides, sans aléas et sans transbordement. Avec le tunnel sous la Manche, Londres sera sur le continent. Bon. Foxtrot. C'est pas un fait l'acheter. For the bay when she's here, follow the side. Carefully follow the road. Qu'est-ce que vous faites là comme manœuvre, commandant? Alors, comme manœuvre, là je suis rentré dans le port en attente, puisque notre poste à quai n'était pas libre. Et maintenant que les deux navires qui devaient quitter le port ont quitté, je vais aller au poste numéro 6 et je vais retourner le navire. C'est-à-dire, à Douvres, on va l'arrière dans le poste. On charge les navires par l'arrière et on les décharge par l'arrière. Vous faites un demi-tour, là? Un demi-tour, ce qui s'appelle en langage maritime un évitage. Voilà. Sur Alpha, Jean. Sur Alpha? Ouais. Ça y est, c'est fini? Ça y est, c'est fini. Nous sommes à quai. Alors, on a une caractéristique sur cette ligne Calais-Douvres qui nous fait gagner beaucoup de temps dans l'aspect final de la manœuvre, contrairement à d'autres lignes de ferry. C'est que, vous avez vu, on n'a pas de rampe. Le ferry n'a pas de rampe pour faire débarquer les véhicules. Les rampes appartiennent au port. Donc pour bien se positionner, il faut que la rampe ait un certain recouvrement sur le pont. Elle ne peut pas être trop faible, parce qu'il y a un risque que ça casse. Il ne faut pas que ce soit trop fort non plus. Donc il y a une certaine distance. Et pour que le ferry soit toujours, pour que le pont soit toujours positionné à la même distance, il y a deux grosses défenses à l'arrière dans le poste à quai. Pareil à Calais à l'avant, sur lequel le ferry vient s'appuyer tout doucement. Voilà. Donc c'est quand on dit à l'arrière, quand on dit qu'on est à poste, c'est que l'arrière du navire vient poser sur ces deux grosses défenses. Quelle est la part entre le doigté du commandant et son expérience et la technologie qui est derrière pour la réussite d'un tel accostage en douceur? L'un ne va pas sans l'autre. Si on n'a pas la technologie, on a du mal à le mettre à quai. Et s'il n'y a pas le doigté, c'est pas la technologie qui va le mettre à quai tout seul. Voilà. Ça fait combien de temps que vous faites Ça fait 2 ans que je commande. Voilà. 2 ans que je commande, ça fait plus de 10 ans que je suis dans la marine marchande. Voilà. Donc avant, j'ai exercé tous les autres postes. J'ai commencé comme lieutenant, puis après second capitaine, et puis depuis 2 ans commandant. Voilà. Tous les jours c'est différent, chaque traversée est différente. Chaque traversée est différente. Ne serait-ce que les conditions extérieures, visibilité, de vent, de courant. Et puis après, chaque traversée est différente. On n'a pas le même chargement à chaque traversée. Il y a des traversées avec beaucoup de passagers, des traversées sans passagers, des traversées sans incident, des traversées avec incident, des traversées avec du trafic, d'autres navires et des traversées sans trafic. Voilà. C'est particulier de circuler en Manche, là, de couper le trafic Manche. C'est très particulier puisque on est en permanence en train de couper des voies de circulation. Voilà. Donc, en fait, c'est comme si vous traversiez une autoroute en permanence. Vous avez à peine traversé la voie montante que vous traversez déjà la voie descendante. Et puis arrivé de l'autre côté, on arrive dans des eaux de portuaires qui sont des eaux resserrées avec beaucoup d'autres navires. Donc on est en permanence très proche des navires. Vous êtes fait des frayeurs? Les frayeurs, on se fait toujours plus ou moins peur. Hein. C'est des choses qui arrivent, ça fait partie du quotidien, ça fait partie du fait que ce ne soit pas monotone, tout à fait. Comment devient-on commandant d'un ferry? Alors, comment? Le parcours est long. Ça commence après le bac, avec un concours d'entrée dans une école nationale de la marine marchande française. Il y en a 2 en France qui proposent la filière amenant au brevet de commandant. Il y en a une au Havre, une à Marseille. C'est un concours commun aux 2 écoles de niveau bac que vous passez. Il y a environ chaque année entre 400 et 600 candidats pour une centaine de places. Une fois que vous avez réussi ce concours,
et que vous avez votre bac, bien évidemment, vous rentrez dans un cursus de formation qui dure 3 années pleines de suite à l'école, qui sont entrecoupés de 2 stages à bord des navires, où vous effectuez des embarquements entre 1 mois et demi, 2 mois, qui permet de mettre en pratique tout ce qu'on a appris à l'école et aussi apprendre certains aspects du métier qui peuvent s'apprendre que sur le tas et pas dans les livres. Une fois terminés ces 3 ans, qui sont sanctionnés par un examen, on a notre diplôme d'officier de la marine marchande. Ce diplôme, dans la marine marchande, tout ce qui est diplôme ne nous permet pas d'exercer la fonction. Il doit être validé par des temps de navigation. Après, on doit faire un certain nombre donc, de temps de navigation à l'issue de ce diplôme, donc environ 6 ou 8 mois, si ma mémoire est bonne. Une fois qu'on a effectué ces temps de navigation, on a notre brevet d'officier de marine marchande, et à ce moment-là, on peut exercer les fonctions d'officier de marine marchande, et on commence par officier de quart, c'est-à-dire lieutenant, ce qu'on a vu tout à l'heure à la passerelle. Après, quand vous êtes lieutenant, vous intégrez donc une compagnie que vous avez choisie préalablement, suivant vos goûts, suivant les disponibilités dans le marché du travail à ce moment-là dans la marine marchande. Et après, au sein de cette compagnie, vous pouvez gravir les échelons petit à petit. Voilà. C'est-à-dire que quelqu'un qui commence lieutenant ne peut pas être commandant tout de suite. Il y a minimum, c'est 36 mois de navigation comme lieutenant, effectivement à bord des navires. Donc c'est 36 mois passés à bord du bateau, c'est pas 36 mois à partir de la date du brevet. Et après, c'est en fonction des disponibilités de la compagnie, bien sûr. Le premier aspect de la compagnie, quand on rentre ici, c'est les bateaux, les trains, on ne les voit pas. Voilà, il y a à aucun moment l'aspect SNCF est mentionné au sein de la compagnie. C'est qu'une fois que dedans, qu'on découvre que c'est une filiale à 100% de la SNCF. Vous êtes d'abord marin puis cheminot ou cheminot marin? Je suis marin, marin avant tout. Quel est votre rythme de vie à bord? Notre rythme de vie, alors à bord, nous faisons des périodes d'embarquement de 48 heures. Pendant 48 heures, on n'est pas de service. En tant que commandant, je ne suis pas de service tout le temps, puisque le navire fait 5 allers-retours par 24 heures. Donc je ne peux pas assurer 5 allers-retours toute une journée, et même 2 journées de suite. Donc nous sommes 2 commandants à bord, et on alterne. Un aller-retour, c'est moi qui suis de service, l'autre aller-retour, c'est lui. Voilà. Donc pendant l'aller-retour, je ne suis pas de service, je suis de repos. Voilà. Donc le bateau navigue également la nuit, donc les horaires de nuit sont aussi présentes que les horaires de jour. Mais ça, les 48 heures, c'est valable pour tous les membres de l'équipage? Alors c'est valable pour uniquement le personnel de conduite, donc c'est-à-dire les officiers, les matelots et les ouvriers mécaniciens. Donc vous quittez le domicile 48 heures? On quitte le domicile 48 heures. Et alors vous avez une période de repos? De 48 heures, égale au temps d'embarquement. Voilà. Si pour une raison X ou Y on fait un peu moins, on fait 24 heures, on a un repos de 24 heures. Si on fait un embarquement de 48 heures, on a un repos de 48 heures. On est parti du domicile 48 heures, mais après on est 48 heures à la maison, H24. C'est un avantage. Ou un inconvénient, ça dépend de quel côté on se place.